I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got you. Oh, I feel nice. A sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice. So nice, so nice. I got you. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans I Feel Good. I Feel Good, c'est 30 minutes pour profiter des ondes positives de notre invité. 30 minutes pour prendre le temps d'être à l'écoute d'un homme, cette fois-ci, acteur d'un peu beaucoup de mieux vivre ensemble. Là, ça va être son engagement à la fois perso, professionnel, bénévole, politique. C'est tout cela qu'on va visiter avec notre invité parce qu'il apporte un peu beaucoup de bien-être autour de nous. L'invité de I Feel Good cette semaine, Chic Polite Mamfumbi. So nice, so nice. I got you. Bonjour Chic Polite. Bonjour. Ça te va bien le I Feel Good, hein? J'adore, c'est comme si c'était fait pour moi. C'est fait pour toi. J'ai les cheveux complètement hirsutes comme James Brown. J'arrive là et puis je suis accueilli par I Feel Good. C'est que cette émission est faite pour moi. Enfin, c'est le début, il ne faut pas que je m'avance de trop. Allons-y justement, le début de Chic Polite. C'est ton vrai prénom déjà, Chic Polite? Ouais, c'est mon vrai prénom. Il faut dire que voilà, je suis né à une époque où on vivait sans souci, à l'époque des 70s, et les parents m'ont dit, ma maman m'a dit que je suis né le jour où est sortie la chanson Africa le fric c'est chic. Et alors ils m'ont appelé Chic et puis Polite, je sais pas, c'était un autre délire. D'accord, donc c'est mon vrai prénom. Et c'est ton pas vrai mon nom prénom. d'artiste, c'était prémonitoire, c'était déjà annonciateur d'une carrière sans doute. Un peu artistique. Artistique, exactement. Un peu ou artistique? Ma carrière, elle est, on va dire un peu, parce qu'il y a d'autres peu ailleurs. Ah, voilà, il y a plein d'autres peu quand même. Il y a quoi dans ta carrière pour situer un tout petit peu, pour faire découvrir à nos auditeurs qui arrivent là comme ça? Chic Polite, c'est qui? Chic Polite, c'est quelqu'un qui débute un peu sa vie un peu dans un monde bien prosaïque, celui de l'informatique. Voilà, je suis venu en France finir des études d'ingénieur dans le domaine de la maintenance industrielle et de l'informatique. On va y arriver. Aujourd'hui, Chic Polite, c'est qui? Aujourd'hui, c'est qui Chic Polite? Il y a peut-être pas. Il faudrait plus d'une heure d'émission pour dire qui c'est Chic Polite. Alors, Chic Polite, c'est un fou rêvant sans cesse, puis que les cheveux dressés de sa tête et qui est convaincu qu'il peut changer le monde. Alors il essaie par ses différents engagements, il essaie parfois par la prose, des fois par les algorithmes et souvent en étant au pied des tours dans les quartiers politiques de la ville de l'agglomération nancéenne. Donc il y a un engagement citoyen au titre avec une assoce et on investit les quartiers. Exactement. De la poésie, littérature, artistique, expression. Par le geste du conteur. Le conteur. Voilà, qui pense que vraiment cet objet est un objet qui peut parler à tous et qui peut parler au tréfonds de l'être aussi. Un peu de recherche aussi? Un peu de recherche parce que gourmand des choses et curieux sans cesse, j'ai voulu un peu questionner notre monde et notamment le monde du numérique, les humanités numériques et voir un peu comment il était possible un peu de modéliser nos êtres. De modéliser, je pense que l'informatique peut saisir en tout cas une grande partie de dimension de nos êtres, eh bien, je voulais un peu savoir ça. C'est plus de la curiosité scientifique, là. Alors, cette curiosité scientifique, elle veut aboutir à quoi? Une thèse? Voilà, elle veut aboutir à une thèse, mais qu'elle veut quand même rattacher à un centre d'intérêt. Celui, j'ai un goût des autres, et en particulier des habitants des quartiers politiques de la ville. Eh ben, j'aimerais voir de quelle manière ils pourraient se construire des identités professionnelles dans le numérique, parce que c'est là le nouveau terrain concurrentiel et c'est là que se décident les offres d'engagement ou en tout cas les prémices en tout cas d'un engagement professionnel. Voilà. Alors, cette thèse, elle veut quand même ne pas rester dans la pesanteur, dans les nuées savantes universitaires. Elle veut quand même revenir rejoindre les gens dans leur quotidien. Alors ça a mal commencé quand même parce qu'avec une expression comme les identités numériques, si tu peux m'en dire deux mots de ce que ça recouvre. Alors ça recouvre un peu les manières avec lesquelles on négocie un peu son identité en fait. Exemple.
par exemple, on voit tous nos jeunes qui ont tous un profil Facebook et qui se racontent, qui essaient de se réinventer une autre existence et remettre en intrigue leur être, leur identité. S'ils peuvent être en échec social, je mets de gros guillemets, dans la vie bien réelle, eh bien, grâce au profil Facebook, ils peuvent se remettre debout sur leurs deux pieds en fantasmant une autre existence. Sauf que cette identité, elle est un peu fragile parce qu'elle ne modifie pas dans le réel leur quotidien. Mais elle modifie un petit peu quand même. Elle peut modifier un petit peu quand même. Elle peut modifier au niveau cognitif, on va dire, ou bien avec la possibilité de mettre en réseau des jeunes. Mais par contre, la modification tangible, c'est celle que je veux explorer, apprendre aux jeunes à mieux saisir, à mieux comprendre toutes les empreintes qu'il y a sur Internet et comment, une fois concaténées toutes ces empreintes, elles peuvent définir un profil ou plutôt une identité qui pourrait être une identité positive ou négative. Malheureusement, pour l'instant, elle est négative et moi, j'aimerais accompagner ces habitants de quartiers politiques de la ville à se saisir de façon plus intelligente ou bien plus réfléchie de leurs empreintes et voir de quelle manière ils peuvent construire une identité plus prégnante et plus positive, en tout cas favorable à leur employabilité dans le monde bien réel. Tu es le bienvenu à RCN avec ce projet associatif, avec ces micros, avec ces caméras qui diffusent justement sur les réseaux sociaux et justement avec cette envie de rejoindre une identité numérique qui se rapproche le plus possible de la réalité. Exactement. Le fait que je sois là, cette coprésence, je suis là avec vous dans cet endroit bien tangible et je suis avec des milliers, que dis-je, des millions d'auditeurs et cette identité un peu que vous et moi mettons en mouvement, cette identité avatar qui nous permet d'être dans une coprésence avec ceux qui nous regardent. En fait, elle augure les lendemains des nouvelles façons de gérer la cité, de nouvelles façons de communiquer, de nouvelles formes de démocratie. Les mouvements de Gilets jaunes ou d'autres mouvements sont là pour nous rappeler. Et moi, je veux m'intéresser à cette... et je suis heureux d'être dans une radio qui avait dit que la radio était morte. Il était fou, il ne savait pas que le numérique allait la ressusciter. Et la radio est bien actuelle. Et autant que nous le sommes, tout en étant virtuelle, elle est bien présente. À travers ces 10 petites minutes déjà d'expression Chic Poli, tu nous dis que tu as grandi au Gabon les 20 premières parties de ta vie, les premières années de ta vie. Pourtant, on sent une maîtrise du français extraordinaire. Enfin, pourquoi pourtant on sent une maîtrise du français. Le Gabon a cette culture francophone si forte. Oui. C'est là-bas que tu l'as appris, cette langue, cette maîtrise, parce que pour la parler avec une telle limpidité, c'est pas possible. Tu me fais rougir de l'intérieur. Et là, pour les coups, c'est un exploit. Les internautes peuvent le voir. Au fait, je suis né dans le sud du Gabon, une petite ville qui ressemble beaucoup au bourg un peu de Moselle, un peu là, une petite ville minière. Et dans cette ville, il y avait une ville minière créée par une entreprise minière et le groupe Eramet. Et il y avait autant de Français que de Gabonais dans ce petit coin de Cambrousse, et il y avait une école conventionnée mixte, et puis c'était des instituteurs à la retraite, des instituteurs français qui avaient le goût de la langue, pour qui c'était une mission que d'aller en Afrique partager dans l'espace francophone la langue française. Et bien, c'est eux qui m'ont donné ce goût de la belle langue française. Avait-il peut-être des étudiants, enfin des élèves qui avaient une curiosité? Je pense que quand on apprend une langue, on y a une attache, c'est autre chose que juste un outil vernaculaire pour passer une information basique. C'est quelque chose que l'on va rejoindre, que l'on va chercher. Et c'est le cas dans l'espace francophone. On s'en rend compte quand on va au Canada. Ils ont un goût de la langue française. Et puis peut-être pour finir sur cette relation à la langue, il faut dire que nous, au collège, la fabrique de l'identité nègre, noir, se fait par la négritude et qui est un mouvement de poétique de Léopold Sédar Senghor. On bâtit notre identité africaine noire au travers le prisme du goût de la langue française et de la poésie. C'est fou, ça. C'est fou, et je me rends compte que le goût de la langue française, plutôt que de tomber dans des réflexes bêtes et stupides, de segmenter, il y aurait une Afrique d'un côté et un Occident lointain, la langue française est quelque chose qui me permet de bien investir toute mon africanité. Le saisissement de la poésie,
D'où, quand on cherche un tout petit peu à te connaître, on voit conteur africain. Oui. Conteur africain. Donc c'est cette alliance de ce territoire qui t'a vu naître Oui. Au fait, et de cette langue mhm. qui t'a vu renaître. Exact. Tu vois que tu es un beau conteur, toi aussi. Conteur africain, parce que conteur, pour me plonger dans un universel, pour rejoindre tous les conteurs, toutes les personnes, tous les passeurs. Africain, parce que je me rends compte quand même, et parce que vois-tu, je ne suis que Gabonais. J'aurais pu avoir le choix de prendre la nationalité française, et pourtant j'aime ce pays. J'aime. T'as pas la double J'aime nationalité? ce territoire. Non, j'ai pas la double D'accord. nationalité. Eh bien, parce que, déjà, pour faire la démonstration que la France est un pays accueillant où on peut être étranger et vivre pleinement en étant pleinement libre de tous ses droits, ça c'était un fait. Deuxièmement, c'était aussi pour mieux investir mon identité de citoyen, d'habitant de la cité, investir l'espace de la ville, l'espace de la région, du département. La nation est parfois même trop lointaine pour moi. Je me sens même peut-être plus lorrain que français. Je me sentirais, pour parler au conditionnel, plus lorrain que français et certainement plus nancéen que lorrain. Mais l'Afrique, la tâche à l'Afrique et la volonté de m'attacher à l'Afrique et de faire référence à l'Afrique, c'est parce que j'ai quand même conscience de la responsabilité qui est mienne en étant en Occident, d'être le porte-voix de ceux qui n'ont pas la même aisance du langage que moi, pour pouvoir continuer à partager le sort de ce que l'on peut caricaturer. Quelqu'un caricaturer un Africain comme une personne dans l'existence en Occident se résoudrait à quelques simplifications. Moi, je serais la démonstration du contraire. En tout cas, l'affirmation de cet Africain viendrait taire un peu toutes ces exagérations et ces extrapolations un peu gratuites. Alors du coup, tu interroges la nation et la nationalité, en fait, parce que tu parles de l'Africain et pas du Gabonais, Oui. tu parles du citoyen et pas du Français. Voilà, la nation, pour toi, c'est dangereux? Non, je sais pas. En fait, j'ai grandi baigné par le mouvement de la négritude, par l'affirmation de ma négrité. C'était dans un autre contexte, on sortait... Dans du bonheur, enfin, c'était... Oui, exact, c'était ça. Hein? Et puis, en venant ici, en découvrant la pluralité de mon identité, Ouais. j'ai vu que j'étais pas si différent d'un Spinalien quand je suis arrivé dans les Vosges, hormis l'accent hormis l'accent des Vosgiens. J'ai vu qu'en fait, il y avait beaucoup de points communs, en fait, que ma négrité s'effondrait, en fait, ce que j'avais sanctuarisé comme étant un lieu sécure que j'aurais pu défendre comme on défend la nation, est au fait quelque chose d'assez volatile. Et puis avec mon directeur de thèse, Samuel Nowakowski, il m'a fait découvrir... c'est lui. Oui. Ah, diantre. Il m'a orienté, m'a fait découvrir Édouard Glissant, et j'ai découvert le tout monde. C'est-à-dire que ce mouvement de la négrité, je crois qu'elle était essentielle au moment où je me fabriquais dans mon adolescence, dans la construction de moi par rapport à l'autre, dans ma construction en tant qu'Africain par rapport à l'Occident. Mais je crois que c'était pour mieux embrasser le tout monde. Et je pense que la nation, c'est pareil. On doit se construire avec les valeurs de la République et de la nation, mais certainement pour embrasser l'humanité, pour moi, embrasser le tout monde. Donc, je ne vais pas piétiner ou balayer la nation. Je vais juste... appeler à la vigilance de ne pas se centrer ou s'auto-centrer sur la nation comme on pourrait se centrer de trop sur la négrité. Parce que la nation ne fait pas l'humanité. Voilà, exact. Mais tu peux nous faire revenir un tout petit peu au Gabon, nous faire visiter un tout petit peu ces 20 premières années de ta vie dans ce territoire mosellan, alors on va dire des mines, alors la Moselle du Gabon, La vas-y. Moselle du Gabon. Imaginez des Vosges équatoriales, un coin du monde Alors ça va venir. plongé dans un océan de verdure
verdure comme dans les Vosges, en Ah fait. oui. Ah, bah, c'est équatorial, un petit bout du monde. Et moi, j'ai grandi là, grandi heureux de rien, heureux de tout, content de, peut-être contenté, le contentement. J'avais pas regardé de l'autre côté du mur et donc je n'avais pas de désir qui ne m'était pas accessible. Et puis la famille, ça c'est vraiment un truc de dingue. Je sais qu'il y a la famille en Occident, je sais qu'il y a la famille en France, mais il n'y a pas la même relation à la famille. Quand on n'a pas de patrimoine à léguer, à céder, eh ben, on laisse en héritage la famille. Nous, on n'hérite rien des parents. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas de gros capital financier, il n'y a même pas de terrain. Mais ce qui nous laisse, c'est une filiation, un lien à l'autre. Et la famille au Gabon, c'est voilà, né d'un père qui est toujours vivant et qui a toujours 3 femmes, du fait de la culture animiste, avec une trentaine de frères et de sœurs et de cousins et de cousines. J'arrivais toujours à faire une équipe de football. On avait toujours... Et ça, deux, c'était 2 équipes de football. C'était le bonheur à la maison. C'est des choses vues d'ailleurs, vues de loin, on pourrait les critiquer, les caricaturer, mais quand on est là-dedans et quand on est enfant, je peux vous rassurer qu'on est vraiment heureux. Alors, tu peux me dire à peu près combien tu as de frères et sœurs? Tu sais combien tu as de frères et sœurs? Non, c'est impossible de savoir, pourtant je vis avec eux. Et pourtant tu dis, moi la famille c'est important. C'est important parce que nous, on s'est interdit de compter le nombre. Le nombre de frères et sœurs, on ne dénombre pas une identité humaine, il n'y a pas de finitude à l'être. Je sais, parce que, grosso modo, en regardant comme ça, j'estime à une trentaine de frères et sœurs, mais c'est interdit chez moi parce que compter, pourtant, je suis suffisamment intelligent pour me défaire de ces tabous et de ces interdits, mais j'en comprends l'essence originelle, au fait. J'ai une trentaine d'êtres, d'autres moi, une trentaine de leviers, une trentaine de supports, une trentaine de briques qui constituent mon identité. Et d'autres encore parce que la famille, c'est ce qui m'a donné ma force. Mais alors tu définis comment la famille? La famille, c'est ce qui donne la force. Ouais, la famille, c'est surtout pas papa et maman. Ça m'a vraiment frappé que l'on puisse réduire la famille à papa et maman. C'est fragile parce que si papa et maman sont défaillants ou sont absents, à quoi on se raccroche? Eh bien, moi, la famille, c'est ce qu'il y a quand on se retourne, cette masse. C'est comme les racines, en fait. On a beau être un tout petit appendice qui sort de terre, mais le fait de savoir que dans un invisible, quelque chose qui m'échappe, il y a quelque chose qui me tient debout, c'est ça la famille. Ce sont ces racines. Et c'est pas seulement aussi les gens qui sont vivants, c'est tous les ancêtres, c'est cette relation aux ancêtres qui me permet de me tenir debout.
sangondo aira mama ele yo 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 sankanda me blane kai mwanya e mama ele yo 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 telibala le saule kore mwanya sankanda ele yo 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 doburi bale kala male kolo oyenye ele yo 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 jami mano la sango aira sankanda me blane kai mwanya e Chic Polite, où es-tu allé nous chercher ça encore? À Lambaréné, au bord de l'Ogooué, ce grand fleuve qui serpente entre les grands arbres Lokoumé. On était à la fois entre les bords de l'Ogooué et les bords du Rhin. Parce que je suis allé chercher à Lambaréné, là au bord de cet Ogooué où le grand moustachu Albert Schweitzer était là et observait les hippopotames et a vu poindre cette philosophie du respect de la vie. Mais on était aussi un peu au bord du Rhin avec cette cantate de Jean-Sébastien Bach. Ce fameux tout le monde dont on faisait référence tout à l'heure. Alors justement, ce tout le monde, tu me disais hors antenne, puis la musique t'a emporté. D'ailleurs, j'invite les gens à regarder sur YouTube ce que ça va donner, ton interprétation de cette chanson. Cette humanité que tu as rencontrée, elle se passe... Tu as décollé du Gabon, tu es arrivé à Épinal et tu as retrouvé la même humanité. Ouais, en fait, tu vas me choquer quand même entre le sud Gabon et me dire qu'à Épinal, c'est la même chose. En fait, cette humanité, elle procède de ma foi. Parce que je vous ai caché une chose et je vous le confesse. Et je me confesse. Allez-y, mon frère Chic Polite. Je suis protestant. En fait, le Gabon, on va dire que 30% de la population, surtout dans le sud, est protestante et 60% est catholique. Et puis, il y a le reste des animistes. Et comme puis ton papa. Voilà, comme mon papa. Mais après, l'animisme se fait à tout. L'animisme, il circule, il peut être un peu protestant, ruisselle, un peu catholique. Voilà, exactement, en fait. Et puis, en protestant gabonais, en co-religionnaire du docteur Albert Schweitzer, j'avais cette éducation chrétienne protestante qui est aussi pas qu'une éducation de foi, mais une éducation de valeurs. Et les valeurs qui m'ont été enseignées par la pratique religieuse, par ma foi, en arrivant à Épinal, 6 heures d'avion, 4 heures de train, j'arrive à Épinal et je découvre le petit temple réformé et je retrouve une communauté qui a la même projection dans le monde, qui a la même foi qui doute, parce que la foi protestante, c'est une foi où sans cesse... Qui interroge. Oui, qui interroge en permanence. Et je trouve des gens qui n'ont qu'une carence de pigments par rapport à moi, mais il n'y a que ça comme discriminant. On est pareil, on a le même sens et le même goût de l'autre, le même sens du travail, la même volonté de changer le monde. On a le même, et là pour être un peu provocateur, le même prosélytisme bienveillant, partager de l'humanité, de l'humanisme, pas la religion qui divise, mais une religion qui rapproche. Oh, t'es pas quand même un doux rêveur, tu vis bien dans le monde où tu es, là, tout à l'heure, quand tu es arrivé, tu as rencontré un acteur important de l'action publique d'État sur le territoire. Et tu lui faisais part des vraies difficultés que tu avais sur un quartier de l'agglomération, de rencontres où il y a des questions hardes de drogue, il y a des questions hardes de dépendance. C'est ce monde-là aussi aujourd'hui. Alors c'est bien gentil ce que tu me racontes sur l'humanisme numérique, sur heureux de rien, heureux de tout, mais la pauvreté crie le mal. Elle est là, c'est certain, c'est sûr et certain. Ouais. C'est sûr et certain que je ne vais pas faire mon Candide de Voltaire. Il est bien réel ce morne monde, et moi en tant qu'acteur de la vie civique, de la vie associative, allais-je dire, je dirige une association Respérance qui travaille dans le quartier politique de la vie. Je suis bien témoin de cette déliquescence. Mais je crois que c'est à nous, acteurs de la société civile, de continuer de rêver quand certains politiques ne sont devenus que des gestionnaires, au fait. Si on n'a plus cette propension à rêver, cette aspiration, cette sustention, on va se retrouver à constater, à faire l'inventaire de ce qui est,
à flécher des financements et de ne plus porter des idéologies. Et je crois qu'en France, je peux le dire, je ne suis pas français, ils ont jeté le catholicisme, ils ont jeté la religion, ils ont jeté le bébé avec l'eau du bain. Il y avait dans ce catholicisme militant, d'aumônier, de prêtre ouvrier, un sens de la société fort, un sens idéologique prégnant qui venait colmater les brèches là où l'État ne pouvait pas agir. Et moi, sans m'excuser de ma foi, sans m'excuser d'être chrétien, je viens avec cette foi folle, cette folie. Je viens croire, je viens rejoindre les gens dans la matrice de leur réalité, dans ce magma que tu décrivais si bien, gris, mais pour essayer de transformer cette eau en vin. J'aime le vin. Tu disais tout à l'heure Français. réhabiliter le rêve. Donc pour réhabiliter les quartiers, il faudrait peut-être réhabiliter d'abord le rêve. C'est pour ça que l'association s'appelle Respérance. L'association, il faut redonner de l'espérance. Même quand tout dit le contraire, je suis au chômage, je suis malade, je suis handicapé, je suis réduit, essentialisé à mes origines, eh bien, il faut une espérance. Et si dans les quartiers, il n'y a plus d'espérance, on a le drame du djihadisme, on a le drame des excès, on a le drame on n'en parle pas beaucoup, mais de la déchéance psychiatrique. Tant qu'il y a de l'espérance, quelle qu'elle soit, culturelle, il faut réhabiliter l'espérance. Et puis, le respect, c'est peut-être à cause du docteur Albert Schweitzer, et c'est là où je rejoins la force publique lorsqu'elle veut que l'on respecte des valeurs et des lois, des choses qui, empiriques, font l'histoire de la France, du pays des droits de l'homme, et je continue de le dire, mais font l'histoire aussi de l'humanité qui échappe à la France. On doit respecter des valeurs. Alors ces valeurs, justement, si on rebalaye rapidement les 3 dates importantes de ta vie, parce qu'on les a déjà balayées dans cette émission, c'est ta naissance, c'est fin des années 70, début des années 80. 79, à cheval comme mon pays, le Gabon, qui est à cheval sur l'équateur. Je suis à cheval entre 2 générations, les 70s, les yéyés, et je guette vers les années 80. Voilà, j'aime bien je crois que j'étais prédisposé à un syncrétisme, à un métissage. Les années 2000, tu m'as dit comme deuxième date importante, sans donner une date précise, mais c'est le passage de ce cap-là. C'est le numérique, c'est quoi? Le passage dans le XXIe siècle, ouais. Le chambardement dans le monde du digital, et puis aussi le fait qu'on entrait dans une autre époque avec le World Trade Center, et de voir que les antagonismes avaient changé. J'avais appris la guerre froide, le bloc de l'Est, et j'entrais dans un autre monde. Voilà. Alors la troisième date, j'avoue qu'on ne me l'avait jamais faite. Jamais. Eh bien, c'est la date de ma mort. Je vis chaque jour en sachant que je vais mourir. Et je prépare ma mort comme on prépare son bac. Je prépare ma mort. Je suis très étonné de voir des gens compter leur point retraite et de vivre à l'aube de leur point de retraite, comme si la vie s'arrêtait là. Moi, je vis en préparant ma mort. Et donc, le jour de ma mort est un moment décisif. Ta famille, tu l'as évoqué tout à l'heure en disant comme un point de repère important, avec toute sa diversité, sa grandeur, voilà. Et en même temps, tu n'as pas parlé de ta famille d'aujourd'hui. Ma famille d'aujourd'hui, en fait, elle est à l'image de toute mon histoire. Elle est métissée. Ma femme d'origine hollandaise, d'origine belge, hollandaise et française, bretonne. 2 jolies filles, Holly et Ina, qui font un peu le trait d'union entre nos cultures. Le matin, Chic Politique, qu'est-ce qui te donne la patate et l'envie d'agir? Le matin, ce qui me donne la patate et l'envie d'agir, c'est dingue, hein, c'est les infos. Ah ouais. C'est la désespérance des infos qui me disent tu dois quand même là pour annoncer des mauvaises nouvelles. Voilà, je me dis tu dois y croire plus. Tu dois nourrir l'espérance, au fait. Tu dois nourrir déjà en toi, tu dois être porteur d'une espérance. Toi, tu la nourris où, ton espérance? Moi, je la nourris dans ma foi. Je la nourris dans ma foi. Merci Chic Politique d'avoir passé une demi-heure en notre compagnie. Belle continuation à toi, saltimbanque des mots, de la francophonie et de la foi, et de l'espérance. Merci beaucoup. So good, so good. I got you. Wow, I feel nice. A sugar and spice. I feel